Les réseaux sociaux sont au cœur des enjeux mondiaux depuis le XXe siècle et ils font partie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils constituent même un espace de travail pour certains, mais leur utilisation a occasionné d'énormes bouleversements sociaux, usages abusifs, dépravation des mœurs et des atteintes à l'ordre public et aux droits d'autrui. Pourtant, ils pouvaient faciliter la promotion notamment de l'entrepreneuriat qui a été pensé comme une solution à la faible employabilité, les emplois verts constituant une nouvelle dynamique pour répondre aux nombreux défis que rencontre la société. Comment entreprendre sans argent? Comment faire de son téléphone une source de revenus? Les emplois verts, de quoi s'agit-il exactement? On en fait le point ce soir avec les professeurs Yves-Daniel Ngavan. Il est écrivain, professeur d'université, et puis expert, formateur international en matière d'entrepreneuriat. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir Jonathan. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos 13 questions? Bien sûr, je suis prêt. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des enjeux environnementaux et vous êtes de ceux qui ont souscrit à la promotion des emplois verts qui apparaissent comme un concept nouveau. Dites-nous de quoi il s'agit-il concrètement? Merci beaucoup. Depuis un moment, vous avez constaté avec moi, il y a une thématique qui pousse la RDC à dire que Congo RDC, pays solution. C'est à cause de notre capacité à disposer de ressources naturelles immenses et à résorber tout ce qui est comme impact lié à l'effet de serre, au gaz à effet de serre, pour maintenir l'équilibre écologique et aussi la promotion de l'environnement stable. Donc, ce travail de vouloir stabiliser l'environnement, empêcher la dégradation climatique, donne aujourd'hui l'ouverture à beaucoup de métiers qu'on appelle les emplois verts. C'est l'ensemble des emplois, des métiers, des expertises qui entrent en ligne de compte pour créer des richesses et des revenus tout en soutenant, tout en préservant effectivement la dégradation de la nature. Et nous, en tant que pays, nous sommes très bien positionnés aujourd'hui pour créer de milliers d'emplois tout en protégeant notre environnement et nos ressources naturelles. Plusieurs personnes ne connaissent pas encore les emplois verts, ça apparaît vraiment tout à fait nouveau. Comment s'y prendre au regard des enjeux que notre environnement rencontre et aussi des problèmes d'emploi que connaît notre société, la RDC? Je pense qu'il faut commencer par la vulgarisation de cette thématique qu'on appelle emploi vert. Il faudra que les uns et les autres comprennent qu'aujourd'hui, non seulement que nous disposons de grandes forêts, je crois après Amazonie, mais aussi dans chacune de nos provinces, nous avons de grandes superficies de forêts et des ressources naturelles, que ces ressources naturelles, non seulement ça constitue une bénédiction sur le plan environnemental, mais aussi c'est des sources de création des emplois stables, des emplois verts, des emplois qui nous aide à survivre et à préserver l'intégrité ou la stabilité du climat mondial. Donc on doit, informer, deux, former nos jeunes à des pratiques, à des compétences liées à ce type d'emploi, et trois, créer des opportunités pour que les emplois verts soient véritablement une réalité dans nos milieux et dans notre pays. Les emplois verts ne concernent-ils que les zones à fortes ressources naturelles comme l'Équateur, comme le Maïndomé, comme la grande province orientale, dans un environnement comme Bandundu? Est-ce que cela est nécessaire? C'est vraiment important. Je crois que les emplois verts, on peut en trouver partout, on peut en créer partout, mais prioritairement, il faut privilégier les zones où on a une grande partie des ressources naturelles. Parce que non seulement ces gens ont accepté de préserver leurs forêts, alors qu'ils pouvaient les détruire pour faire autre chose, mais en contrepartie, on doit les initier à des emplois verts, on doit les former, on doit leur donner des opportunités pour qu'ils développent des emplois qui leur permettent de faire des richesses, mais également de continuer à préserver cette nature. Bandundu, le Grand Bandundu dans son ensemble, les grands équateurs devaient être la priorité de cette action des emplois verts, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit sur le plan international. On doit aujourd'hui former nos jeunes, préparer nos jeunes, à donner de la chance à nos jeunes, à développer et à créer des emplois verts
pour qu'ils bénéficient effectivement de toutes les opportunités que ces emplois nous amènent de par le monde. Il faut savoir qu'il y a des fonds aujourd'hui qui sont mobilisés par le monde, le Fonds bleu et tous les restes qui soutiennent ces genres d'emplois. Mais malheureusement, du fait que ce n'est pas connu chez nous, nous craignons que tous ces fonds passent à côté et que nos jeunes aujourd'hui qui vivent aux côtés des forêts, qui ont étudié, qui attendent des emplois, qui risquent de ne pas venir, peuvent aujourd'hui migrer vers les emplois verts pour être en mesure de bénéficier de tous les avantages que offrent les emplois verts aujourd'hui. Comment les emplois verts se démarquent des emplois traditionnels que nous avons déjà connus dans notre pays? La seule démarcation, c'est que les emplois verts se concentrent essentiellement dans le secteur de développement durable en préservant l'équilibre entre la nature et l'utilisation de ressources par l'homme. Donc les emplois verts, c'est les emplois qui font à ce que nous pouvons utiliser les ressources naturelles, mais de manière à préserver l'écosystème, de manière à préserver un environnement propre. Pas détruire l'environnement en voulant créer des emplois. Les emplois traditionnels, je prends le cas de l'industrialisation. Quand on doit faire de l'industrialisation, on ne s'occupe pas de la nature. On peut finir des forêts, on peut faire des trous pour chercher du pétrole, on peut mettre des gaz au niveau de l'atmosphère sans se préoccuper de quoi que ce soit. Le plus important, c'est d'être au travail, de créer des richesses, d'être payé et de vivre. Mais les emplois verts, par contre, on veut utiliser les ressources, mais tout en réfléchissant sur l'équilibre de la nature, sur l'écologie, sur l'environnement, mais sur la durabilité aussi de ces ressources. Parce que ces ressources sont épuisables et sont renouvelables, c'est mieux de les utiliser de manière beaucoup plus consciente. C'est-à-dire, on donne la chance de créer un certain nombre d'emplois, mais tout en gardant effectivement en esprit qu'on ne doit pas détruire pour créer, mais on doit préserver, améliorer, tout en créant également. Aujourd'hui que le monde est de plus en plus connecté, les emplois verts se rencontrent-ils avec les réseaux sociaux? Comment ils peuvent marcher ensemble? Le numérique aujourd'hui dans son ensemble, et les réseaux sociaux en particulier, contribuent effectivement à la promotion des emplois verts. Parce que hier, on n'avait pas de métier, par exemple, de designers. Hier, on n'avait pas de métier, par exemple, de community manager. Aujourd'hui, avec le numérique, les réseaux sociaux, il y a des métiers qui sont d'actualité, qu'il n'y avait pas il y a 10-15 ans. Alors, ces métiers, quand vous les regardez, ils ne détruisent pas la nature, ils ne perturbent pas l'équilibre. Je prends l'exemple, aujourd'hui, les enseignements en ligne. Moi, en tant que professeur, j'étais obligé de prendre des avions régulièrement pour aller enseigner, soit dans des provinces, soit ailleurs à l'étranger. Mais aujourd'hui, avec les emplois verts et le numérique, ce qui fait que au lieu de prendre un avion qui pollue, qui dégrade l'atmosphère, je peux, à partir de chez moi, me connecter grâce à l'Internet et enseigner aux étudiants qui sont à 8000, 10 000 km, voire 2000 km. Et je peux le voir, je peux les écouter, ils peuvent m'écouter et je peux finir tout un cours. Donc aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux contribuent positivement à la promotion des emplois verts, en dépit, bien sûr, des effets néfastes et des abus. C'est d'ailleurs ça la question que nous allions poser. Puisque nous parlons des réseaux sociaux, de quel regard vous suivez son évolution dans le monde et en RDC et comment ils influencent la vie dans la société? Aujourd'hui, je suis un peu inquiet. J'ai suivi récemment l'Indonésie qui a pris des mesures fortes en interdisant l'utilisation des réseaux sociaux, certains contenus de réseaux sociaux, à tous les jeunes de moins de 16 ans. Je crois que c'est une décision très courageuse parce qu'ils veulent préserver l'intégrité de leur jeunesse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec le contenu qui pilule dans tous les sens, ce n'est pas encadré, n'importe qui peut accéder, produire des contenus, mettre à la place publique. Ça nous inquiète parce que le jeune s'adonne de manière sans limite et ils sont plus accrochés à des antivaleurs, à la dépravation de mœurs
qu'à des valeurs fondamentales. Et ça nous inquiète beaucoup. Et nous pensons qu'il est temps que parents, éducateurs et les gouvernements, nous puissions tourner les regards en prenant des mesures nécessaires pour encadrer ces secteurs. Sinon, nous risquerons de donner un coup terrible à notre société, maintenant et dans les jours à venir. Vous parlez j'ai un des regard effets, inquiet. Vous parlez des effets néfastes dans le contexte de Bandundu, par exemple. Parler des réseaux sociaux revient aux guéguerres politiques, à la manipulation des jeunes qui sont recrutés par XY politiciens en contrepartie de 200 000, 250 000 francs à la fin du mois. Les boulots, c'est de répandre des contenus offensants, alimenter les débats publics parfois par des injures pour sauvegarder des intérêts politiques. On se pose la question, monsieur le professeur, comment en sommes-nous arrivés là? Vous savez, 3 choses. La première des choses, c'est que notre jeunesse a été chosifiée depuis un certain moment par les politiques. Les jeunes oublient qu'être jeune, c'est une période transitoire. On n'est pas éternellement jeune. Et aujourd'hui, le jeune se laisse entraîner par une mouvance moyennant des sommes d'argent en posant des actes parfois pas responsables. Les politiques ont leur agenda et des ambitions. Ils vous utilisent juste pour donner l'impression qu'ils sont populaires, qu'ils ont de l'ancrage. Et en contrepartie, on vous donne de fortes sommes d'argent, mais c'est lui qui gagne les gros lots. Et demain, après-demain, il vous oublie complètement. Et je regrette que nos jeunes se donnent à ces genres de pratiques. 2, c'est le manque d'emploi. Vous savez, nous avons une population de plus de 60% de notre population constituée des jeunes de moins de 35 ans. Et ces jeunes, ils doivent vivre, ils ont des rêves, ils ont des ambitions. Mais si, au niveau pays, nous ne construisons pas l'avenir avec eux en leur proposant des opportunités d'emploi, ces jeunes se sentent abandonnés et ils sont attirés vers n'importe quel mouvement qui arrive pour vouloir se faire de l'argent. 3, c'est l'incertitude du lendemain. Nous sommes dans une société où certains disent chasser le copamba. Donc, ils préfèrent encore s'accrocher à un politique, à insulter en son nom pour se rapprocher en se disant demain, il peut me donner un poste au cabinet, il peut m'utiliser pour telle ou telle autre chose. Cet avenir incertain, aujourd'hui, quand vous êtes jeune, vous êtes dans l'espace Grand Bandundu, vous terminez l'université, quel est votre avenir? Quel est votre regard vis-à-vis de l'avenir? Il n'y a pas de société. Il y a les sociétés de l'État, les entreprises publiques qui existent. Il faut attendre que les gens partent en retraite pour qu'on vous recrute. Et vous pouvez être recruté, mais le processus de mécanisation, de s'y avoir le numéro pour être payé, ça vous prend 5-10 ans. Et ces jeunes, quand ils tombent face à un politique qui lui tend 200 000, il dit crée des contenus pour insulter mon adversaire, faire ceci, ces vides-là, c'est l'absence, la peur de l'avenir, l'incertitude de l'avenir pousse certains jeunes à le faire. Donc moi je pense que les responsabilités sont partagées. Mais ces jeunes sont soit licenciés en droit, en gestion des entreprises, en management, en sciences commerciales. Doit-on dire c'est la formation qui ne cadre pas, ils sont incompétents, ils sont moins intelligents, ou quel est le réel problème qui se pose entre la formation et leur incapacité à créer dans un environnement où l'emploi est de plus en plus difficile, comme vous le soulevez? Le problème, c'est d'abord le contenu de formation que nous proposons à notre jeunesse. Et vous prenez la province de Kwilu ou la ville de Bandundu, vous regardez les universités que nous avons, les filières et les contenus qu'ils nous proposent, et vous regardez en termes de marché de l'emploi local, il n'y a pas match, ça ne cadre même pas. Au fait, nous formons des chômeurs. On sait que tous ces diplômés, ils finiront à la maison sans emploi. Parce que les contenus que nous leur donnons, ça ne trouvera pas de répondants localement, in loco.
Et on continue à le faire chaque année. Ce que moi j'appelle quelque part, c'est une sorte d'escroquerie intellectuelle. On sait que tous ces jeunes, quand ils vont finir, ils ne vont pas travailler parce qu'il n'y a pas d'emploi ici. La responsabilité, c'est Et la à responsabilité, d'abord, l'université, à l'État, effectivement, aux c'est l'État. jeunes. D'abord, c'est l'État. Vous savez, un pays sérieux forme selon le besoin de son développement. On ne forme pas pour avoir un grand nombre de diplômes. Quand nous voulons former notre jeunesse, on les forme parce qu'on aura besoin d'eux pour tel secteur et être utile à telle chose. Mais si nous formons des jeunes juste pour leur donner des diplômes, ça c'est suicidaire. C'est des génocides intellectuels. On est en train de sacrifier des générations avec des diplômes sans contenu valable pour être employable. De deux, c'est nos universités. L'université doit arrêter d'être une caisse de résonance qui donne de contenu juste pour finir les années académiques. On a la possibilité d'innover et d'actualiser les contenus de nos enseignements par rapport aux réalités de nos régions ou de nos provinces. On ne peut plus continuer à former alors qu'on sait qu'on en a formé plusieurs et on a une sorte de goulot d'étranglement ou une sorte de constipation professionnelle. Les gens ne sortent pas, ils ne savent plus rentrer. Donc, mais les jeunes eux-mêmes aussi. Vous voulez faire l'université à Bandundouville. Vous voulez vous inscrire. Mais faites d'abord l'analyse du marché de l'emploi de Bandundu. Et au regard du marché de l'emploi, quelles sont les filières qui peuvent vous aider, une fois fini, à trouver du travail. Mais vous allez étudier pour le plaisir d'étudier. Parce que tu veux être comme tel. Mais il faut attendre que tel meure pour que tu le remplaces. Qui t'a dit qu'il mourra aujourd'hui? Donc, quand les jeunes aussi font des choix de manière fantaisiste, ça crée des problèmes. D'où, je reviens sur ce que j'étais en train de dire tantôt, la promotion des emplois verts. Avec la nature que nous avons, avec le numérique, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'étudier de filières et avoir des compétences dans des domaines qui nous offrent des emplois durables et directs. C'est en ce moment-là qu'il faut intégrer ces notions à la connaissance, intégrer ces notions dans les cursus académiques, mais aussi le partager avec les jeunes pour qu'ils développent des compétences dans ce genre de thématiques. Vous développez depuis bien des années une réflexion sur comment faire de son téléphone, de son smartphone, une source de revenus. Comment cela peut-il être possible? C'est très facile. Vous savez, aujourd'hui, avec son smartphone et l'Internet, les réseaux sociaux, tu peux ouvrir une boutique sans avoir une boutique physique à une maison. Donc tu peux, à partir de ton téléphone, tu peux faire les e-commerce. À partir de ton téléphone, tu peux créer des contenus de promotion d'un ouvrage, je ne sais pas, d'un produit alimentaire et distribuer et faire la vente. Aujourd'hui, avec les téléphones, il y a des gens qui font même de taxi, des commandes de taxi par téléphone. Donc, on peut te joindre par ton téléphone ou via une application. On peut commander un taxi et gérer des activités à distance avec son smartphone. Les smartphones aujourd'hui, c'est une grande ouverture du monde entre nos mains. On peut faire beaucoup de choses et on peut créer suffisamment de revenus. Avec les e-commerce aujourd'hui, on a démontré que avec une petite boutique en ligne, on peut faire entre 150 à 500 $ le mois sans avoir une boutique physique, en utilisant correctement le même smartphone, la même connexion Internet, mais en produisant des contenus et en intégrant des plateformes qui offrent des contenus entrepreneuriaux et des contenus attractifs. Mais malheureusement, nos jeunes, ce n'est pas ça qui les intéresse. Les smartphones, aujourd'hui, c'est se faire filmer, c'est insulter, c'est de regarder des contenus de TikTok, de blagues, de ceci. Mais vous donnez des vues à ces gens-là que vous regardez des contenus et ils en font de l'argent, alors que toi, tu ne fais que t'abrutir et tu ne gagnes rien en retour. Comment affirmez-vous cela?
alors que sur les réseaux sociaux existent des pratiques comme le hackers, les fausses identités, l'escroquerie. Comment se rassurer dans un tel environnement? Nous avons des formations spécifiques pour aider les jeunes à connaître tous ces méandres, à les déjouer. Effectivement, ça ne manque pas. Il y a des gens très mal intentionnés, les hackers, c'est tout ce que tu connais, le piratage, et vous connaissez. Mais à travers des formations, nous leur montrons les astuces pour reconnaître que ça, c'est du faux, ça, c'est du vrai. Et voici comment parer au faux, voici comment reconnaître les vrais. Et ça vous donne la possibilité de sécuriser effectivement de vos affaires. C'est vrai, au début, les réseaux sociaux, l'Internet, il y avait trop de laisser-aller. Aujourd'hui, il y a quand même des mesures et des restrictions qu'on est en train de poser progressivement. Et c'est tout cela que nous développons lors des formations. Et ça donne la possibilité à quelqu'un de savoir le méandre de ces secteurs et de mieux se positionner et de mieux faire du business à partir de son smartphone. Sur les réseaux sociaux, les jeunes sont souvent derrière les politiques, vous l'avez dit à maintes reprises. Mais je suis tenté de vous poser la question de savoir, est-ce que pour réussir aujourd'hui dans la vie, faut-il uniquement aller en politique? Faut-il uniquement être au service des politiques? Ou qu'il faut-il faire concrètement face à toutes les réalités que nous savons? Pas d'emploi dans les secteurs publics, et puis les jeunes ne sont pas courageux dans les secteurs privés. C'est déjà non. Le politique ne représente même pas 10% de la population de la RDC, même pas 5%. Pour dire que si nous devons tous attendre des 5%, le bénéfice de 95%, c'est déjà faux. La politique est faite pour être au service de la nation. Mais quand la politique n'est plus au service de la nation, ça devient au service des individus et ça crée de la pauvreté. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que nous devons créer le fondement de base de notre société avec des valeurs de travail, de solidarité, mais aussi d'intégrité et de patriotisme. Nous avons la chance d'avoir le dividende démographique juvénile. Plus de 70% de notre population est constituée de jeunes. Nous devons valoriser cette jeunesse. Cette jeunesse attend de nous des emplois. Il faut que nous soyons en mesure de créer ces emplois. Et nous avons toutes les ressources naturelles nécessaires pour créer ces emplois. Mais ces jeunes, pour qu'on crée des emplois, on doit les former. Les former, ce n'est pas leur donner des diplômes, mais les former selon le besoin de la société. Posons-nous la question aujourd'hui. À l'horizon 2050, le Congo compte créer combien d'emplois, secteur par secteur? Personne ne le connaît. Alors, comment on va préparer les jeunes à l'employabilité si on ne sait pas à l'horizon 2050, le Congo a besoin de créer 2 millions d'emplois ou 50 millions d'emplois, dont 10 000 médecins, 30 000 ingénieurs, 30 000 experts en questions environnementales, et tout ça. Ça devient très compliqué. Il nous faut une politique générale de promotion et de création d'emplois au niveau pays. Et cette politique doit être appuyée par le type de formation que nous proposons aux jeunes, mais aussi l'encadrement de cette jeunesse. Les politiques doivent arrêter d'utiliser la jeunesse comme de marchepied pour servir à leurs propres besoins. Sinon, c'est des vies, c'est des générations que nous sacrifions et demain, ça va nous coûter énormément cher. Vous avez récemment publié un ouvrage dans lequel vous abordez une thématique nouvelle, créer son entreprise sans argent. Quel est le message que vous avez voulu nous dire, nous passer par cet ouvrage? Ces ouvrages, comment créer, comment entreprendre sans argent, c'est un ouvrage d'interpellation. Certains jeunes pensent que c'est le jour où il a l'argent qu'il va commencer du business. Moi, je pense que l'argent, ce n'est pas un problème parce que l'argent existe. L'argent, ça se trouve dans des banques. L'argent, il y en a partout. Mais pour que l'argent vienne vers toi, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas en faire de cet argent. Le plus grand problème pour un entrepreneur, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est soi-même. Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tant que tu n'as
pas la force de faire quelque chose, tu n'as pas un projet, tu n'as pas commencé avec ce que tu as comme force et capacité naturelle, l'argent ne viendra pas. Parce que l'argent sans planification, sans projet, c'est de l'argent qui sera dépensé. Nous en avons fait l'expérience. Vous prenez 1000 $, vous donnez à 10 jeunes, dites allez-y entreprendre. 6 mois après, vous trouverez peut-être un seul qui a essayé de faire quelque chose. Le 9 vont disparaître dans la nature parce qu'au préalable, ils n'étaient pas suffisamment préparés à entreprendre, mais eux, ils pensaient que c'était l'argent qui était la finalité. Donc nous voulons aujourd'hui dire aux jeunes, avant de parler l'argent, devenez d'abord entrepreneur. Soyez cet entrepreneur-là avec un projet bancable, réalisable, pratique. En ce moment-là, on peut parler de l'argent. Mais tant que vous n'êtes pas encore cet entrepreneur, l'argent ne vous sert à rien. Donc c'est des attitudes, c'est des aptitudes, c'est des compétences que nous proposons dans notre ouvrage qui aident un jeune à se bâtir comme un entrepreneur. Ensuite, il en sort avec un projet réaliste et en ce moment qu'on peut financer ces projets s'il le faut pour ce faire. Mais vous trouverez par contre, il y a même des projets qui ne nécessitent même pas du financement. Le jeune lui-même, il a toutes ses ressources autour de lui qui peut en faire un business, mais tout simplement par manque d'encadrement. Et il croit qu'il n'a pas de moyens alors qu'il en avait les moyens, mais il a juste manqué la bonne information, la bonne formation et un bon encadrement pour lancer son business. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est devenu presque un sujet creux. On en parle dans tous les salons, formation sur formation, pas d'accompagnement, pas de financement. N'est-on pas là en train de passer à côté de la plaque alors que les jeunes sont déjà suffisamment motivés, il y en a certains en tout cas, et qui attendent peut-être du concret? Je l'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, ça ne s'enseigne pas. L'entrepreneuriat, ça s'apprend et ça se pratique. Aujourd'hui, quand vous regardez le contenu qu'on propose à nos jeunes en termes de l'entrepreneuriat, c'est des informations génériques. Et ça, c'est très dangereux. Nous, on ne veut pas de l'entrepreneuriat générique. Nous voulons de la pratique et de la culture entrepreneuriale qui veut que vous parlez à un jeune, vous lui montrez ce qu'il doit faire, vous vous rassurez qu'il sait faire la chose, vous lui donnez les moyens de le faire et vous l'accompagnez pour qu'il réalise la chose. C'est toute cette chaîne de valeur qu'il faut mettre en place. Mais si vous vous arrêtez juste à faire des définitions, à illustrer les concepts, il va prendre ces concepts et il ne fera rien avec. C'est comme les diplômes. Aujourd'hui, on a beaucoup de licenciés avec des diplômes dans nos maisons, mais ils sont incapables de décrocher un emploi. Ils sont incapables de créer des emplois, mais ils ont passé 23 ans avant d'avoir ces diplômes. Parce que de maternelle jusqu'en licence, ça fait 23 ans d'études, donc 20 ans d'études. Donc après 20 ans, quelqu'un est incapable de se trouver un emploi ou d'en créer. Mais c'est très dangereux. Pourquoi ne pas profiter de ces 20 années de l'existence d'une personne pour lui donner la chance, en terminant, d'être lui-même le géniteur de son propre emploi? Donc, je crois que aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis parmi les précurseurs de ce concept dans notre pays et la manière dont l'entrepreneuriat s'enseigne. Même dans nos universités, il y a certaines filières où on enseigne l'entrepreneuriat, mais vous vous rendez compte que ces étudiants, quand ils terminent, ils ne savent même pas créer même une boutique. Il y a un professeur, Achille Manvé Mokuba, de Londres, qui venait de publier, qui vient de défendre sa thèse, soutenir sa thèse sur l'introduction de la culture entrepreneuriale dans l'enseignement en RDC. Et il propose des recommandations qui nous aident à faire de l'entrepreneuriat non seulement un cours, mais une pratique de maternelle jusqu'à l'université. Parce qu'à la dimension de notre pays, avec la richesse de notre pays, le Congo doit être plus un pays créateur des emplois qu'un pays de demandeurs ou de commandeurs d'emplois. Et cela ne peut se passer qu'en intégrant de manière correcte le pratique entrepreneurial dans le vécu de notre enseignement. On en a beaucoup parlé et entendu, monsieur le professeur, les nombreux jeunes de la ville des Bandes nous voudraient aujourd'hui savoir
Que faut-il pour entreprendre? Comment se lancer et comment se maintenir? Je suis là pour ça. Je suis venu pour dire aux jeunes qu'entreprendre, ça ne dépend ni des niveaux d'études, ni des niveaux, le niveau social, mais ça dépend de 3 choses. 1, c'est le courage. Un entrepreneur, c'est celui qui a la capacité de s'élever et de décider de faire quelque chose. 2, c'est la prise des risques. Il a la capacité de se dire, je ne sais pas là où je vais, mais je vais quand même et je suis sûr que je vais y arriver. Et 3, c'est la volonté de faire un travail bien fait. Faire un travail bien fait, c'est être capable de s'asseoir, écrire quelque chose dans un domaine précis en sachant exactement, je commence par A, B, en plus C, de manière claire et de manière explicable et réaliste. Et nous voudrions, à travers l'accompagnement et les formations que nous allons lancer dans les jours à venir, démontrer aux jeunes que le premier défi, c'est vous. Lorsque nous allons vous former, vous changer vos attitudes, ça va vous aider à développer les nouvelles aptitudes. Avec ça, on va travailler cette fois-là sur l'organisation, parce que c'est de l'organisation qui amène le moyen. Bref, c'est 3 choses que les jeunes doivent faire. 1, l'attitude. Il faut avoir une attitude positive, une attitude entrepreneuriale. 2, il faut développer les aptitudes capables d'amener à une gouvernance correcte d'un business. 3, c'est travailler sur l'organisation. L'organisation amène aux ressources pour que nous puissions développer l'entrepreneuriat de manière durable. Donc nous allons travailler sur ces 3 aspects et vous allez voir qu'au bout de formations de courte durée, nous aurons des jeunes avec des attitudes correctes, les aptitudes innovantes et une organisation performante. Les moyens seront mis et ils vont pouvoir entreprendre sans problème. Aujourd'hui, plusieurs jeunes hésitent encore de se lancer au regard de la pression fiscale, multiplicité de services taxateurs. C'est chacun qui passe exiger un montant dans cet environnement et aussi tenir compte de la ville des Bandundu qui, pour certains, n'offre pas beaucoup pour les entrepreneurs. Comment on doit s'y prendre? C'est vrai, la pression fiscale, le chef de l'État l'a évoqué lors des échanges avec la jeunesse à Kinshasa. Je pense que la pression fiscale chez nous n'est pas aussi énorme que dans certains pays que je connais. Sauf qu'il faut travailler sur la nomenclature de toutes les taxes, mais aussi l'impôt. Il faut que ça soit communiqué. Je pense que ces services doivent être en contact avec des jeunes. Il faut de conférences, il faut la communication avec vous, la presse. Il faut qu'ils communiquent sur le taxe, sur comment payer l'impôt, pour vider un peu ces mythes autour de ces sujets. Parce que je ne pense pas qu'un pays sérieux peut mettre en place un dispositif de taxation ou d'impôt qui va nuire à l'émergence entrepreneuriale. Le nôtre, d'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'efforts qui vont dans le sens d'encourager l'entrepreneuriat, sauf que beaucoup de jeunes sont soit dans le rumeur, soit dans l'ignorance, mais aussi il y a certains agents de ces régies, de ces sociétés, qui abusent de l'ignorance des jeunes pour aller rançonner, pour aller chercher de l'argent de manière pas correcte, en décourageant ceux qui ont envie d'entreprendre. Je crois qu'il faut un vrai dialogue entre le service de taxation, de fiscalité et d'impôts et le jeune entrepreneur pour qu'on se mette d'accord sur ce que les jeunes doivent réellement à l'État et en contrepartie, qu'est-ce que l'État fait pour assurer la soutenabilité des activités des jeunes. La création et la promotion des emplois verts, les réseaux sociaux. Comment créer son entreprise sans argent? C'était là les sujets au cœur de ces nouveaux numéros de 13 questions. Le professeur Yves-Daniel Ngaven était notre invité. Je rappelle qu'il est professeur d'université, écrivain et formateur international en matière d'entrepreneuriat. Monsieur le professeur, merci d'avoir été notre
pour une première reçue dans un plateau de Les As de la Presse. C'est moi qui vous remercie.